Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Jean-Nicolas qui est en virtuel aujourd'hui. Il a été expulsé du condo. Je peux être avec vous. Je suis là de cœur. Tu es là de cœur. L'important, c'est qu'on puisse se jaser. Et t'étais là aussi au cinéma quand on est allé voir Black Adam. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé au cinéma tous les trois. Ouais, une belle sortie d'injuste. Ouais, ça a fait du bien, honnêtement. J'étais bien content de vous voir, les gars. Évidemment, vous allez comprendre que si on est allé au cinéma, on va jaser cinéma et on va parler assurément de Black Adam, le nouveau film de DC Comics qui met en vedette Dwayne The Rock Johnson. On aura l'occasion aussi de parler de Tale of the Jedi qui donc a commencé aujourd'hui pour nous. Pour vous, ça risque d'être, je sais pas depuis combien de jours, là, dépendamment le moment où vous choisissez d'écouter ce podcast, mais ils sont disponibles. Oui, effectivement. Puis ils n'ont pas été avec un épisode de 15 minutes à la semaine. Ils ont mis les 6 d'un coup, ce qui est quand même intéressant. Oui, vraiment. Puis tu sais, c'est des épisodes qui sont pas très longs, fait qu'on s'entend que ça se fait quand même assez bien. Ouais, ça prend 1h30 les écouter les 6. Exactement, c'est pas très très long. Peut-être Andor, un petit mot sur Andor aussi en même temps, où est-ce qu'on est rendu là? Je pense que ça vaudrait la peine. Ça vaudrait la peine. Au niveau où ce qu'on est rendu dans la série, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se déroule. J'ai quand même pas écouté celui d'aujourd'hui, je vous avertis tout de suite, là, mais je pense qu'on peut quand même... Je pense qu'on peut déjà, d'ores et déjà, séparer la série en 2 temps. On peut, ouais, l'époque, c'était Gilroy qui a fait les 3 premiers épisodes dans le premier showrunner de la série. Quand il a quitté, on a vu une coupure, puis une autre tangente. Toi qui aimes ça observer les showrunners, Jean-Nic, t'as senti la même chose? Oui, clairement, il y a un changement de pacing. J'ai des problèmes avec la série, mais j'ai beaucoup plus d'amour et d'éloge à l'enregistrer que de problèmes. Ça comme ça. On aura l'occasion d'y revenir. Et ensuite de ça, on va faire nos poisons exceptionnellement en plein milieu du podcast parce qu'on a un de nos membres qui ne veut pas être spoilé sur le dernier film Halloween. Et aux injustes, on respecte ça, le spoiler. Vous le savez, quand vous nous écoutez, on n'en met peut-être pas assez souvent des avertissements, mais normalement, si vous nous suivez depuis déjà 4-5 ans, vous le savez, quand on parle de quelque chose, on va en profondeur, puis on se met pas de limite sur les spoils parce qu'on prend pour acquis que soit vous les avez vus, soit ça vous dérange pas, soit vous n'avez pas l'intention de les voir, puis vous voulez vous faire raconter pour vous tenir à jour sur les différentes choses qu'on a vues. Donc, oui, on spoil beaucoup dans le podcast, mais on respecte quand même, puis moi, c'est quelque chose que j'ai appris, je pense, avec la prélogie de George Lucas. À épisode 2, là, je suis rentré dans le cinéma puis je connaissais le film. Puis je pense que j'ai réalisé que j'avais un problème. Moi aussi, je me sentais comme ça. Je me disais, ce petit gars-là, j'ai l'impression qu'il va devenir Darth Vader. Puis c'est trop clair. Non, mais tu sais, j'avais déjà vu des images du combat de Yoda. J'avais déjà vu des scènes presque complètes sur Internet. Je lisais tout ce qui se passait sur les plateaux de tournage, les images, les théories. Puis tu sais, veux pas, quand tu lis beaucoup de fans de théories, la loi de la probabilité fait en sorte qu'éventuellement, ça se peut que tu tombes dessus. Là. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, je me suis beaucoup gâché de plaisir, je pense, au cinéma avec ça. Puis maintenant, je me fais un malin plaisir de me laisser surprendre quand je vais au cinéma. Fait que je respecte ça, Jean-Nic. Fait qu'on va te quitter à la fin du podcast pour pouvoir parler d'Halloween. Fait que tu nous promets aussi de ne pas écouter le podcast. Ben, je vais l'écouter, mais quand je vais en revue Halloween. Comme ça, je pourrais chialer, mais vous ne pourrez pas me répondre. C'est ça. Tu vas pouvoir mettre ton point qu'on n'incorporera pas dans le podcast, puis on va passer à autre chose. Pas longtemps. Exactement. Hey, on commence ça tout de suite? Oui, on commence avec DC, Black Adam. On commence ça avec Black Adam. Mise en contexte, c'est le tout nouveau film dans le DC Universe. Ça fait un petit bout qu'on n'en avait pas eu. Dwayne The Rock Johnson, ça a pris 15 ans avant de mettre ce film-là sur les écrans. A porté ce film-là littéralement sur ses épaules. Nous a promis un renouveau. Nous a promis un nouveau départ. Et c'est sûrement pas étranger, puis on va sûrement parler dans notre discussion à la nouvelle qui est arrivée cette semaine aussi de la direction que va prendre DC Universe, le DC Universe, dans le fond le DCU. Bref, c'était comme comment je pourrais dire, le passe-égo réclamé $200. C'était le film qu'il fallait pas manquer pour nous donner une idée de où est-ce qu'on s'en allait. Messieurs, petit tour de table. Si je te demande, tiens, je vais commencer avec Alan. Réussi ou pas? Moi, je vais y aller avec un film qui est réussi, avec des bémols, mais en gros, du plaisir. Dwayne Johnson, tu vois qu'il respectait le personnage, il a voulu apporter ça à l'écran, il mettait sa touche.
Moi, pour le travail qui était fait là-dessus, j'ai rien à dire. Du gros plaisir pendant au-dessus de 2 heures. Si je compare ça au dernier film de Marvel que j'ai eu beaucoup plus de fun sur celui-là que, mettons, Doctor Strange 2 et surtout le Thor 4. Jean-Nic, réussi ou pas? Pas, mais genre juste à la limite. J'ai eu beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de trucs que j'aime, mais il y a vraiment des trucs que je suis pas capable de pardonner au film. Le gros problème, c'est qu'il nous vend un anti-héros, puis il fait pas d'affaires d'anti-héros. Il fait rien que des affaires d'héros, mais il nous dit que c'est un anti-héros. OK, pour toi, c'est là le plus gros problème. Un film de The Rock et non un film de Black Adam, puis c'est ça que j'ai eu. Fait que j'ai eu du fun pareil. Il est charismatique comme c'est pas possible. Il y a des bonnes idées dans le film, mais non, moi, malheureusement, ça franchit pas la ligne de la réussite. Écoute, j'ai peut-être de l'avance sur vous. Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu en fin de semaine quand on était ensemble. J'y suis retourné mardi avec les enfants. Je vais vous dire que j'ai eu beaucoup plus de fun la 2e fois, ne serait-ce que parce que j'étais pas sur mes gardes. J'étais pas inquiet. J'étais pas en train de me demander à quel moment ça allait commencer à foirer puis à quel moment ça allait commencer à être mauvais. Je me suis comme laissé emporter par le film pour la 2e écoute et j'ai eu beaucoup plus de plaisir. Je vous dirais qu'il a tous les problèmes des anciens films de DC. Tu sais, on pourrait les nommer, là, que ce soit dans Man of Steel, que ce soit dans Justice League, que ce soit dans Wonder Woman, que ce soit dans Suicide Squad, les deux. Il y a à peu près tous les mêmes problèmes, là, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnages, on a beaucoup de trucs, de bonnes idées, des trucs à moitié développés et le problème d'avoir des méchants surpuissants en CGI qui sont mal faits. Là. Mais Dwayne The Rock Johnson sauve le film et quand tu le prends, je suis d'accord avec Jean-Nic, pour un film de The Rock, ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, tout à fait d'accord avec toi. C'est parce qu'effectivement, aussi, il ne faut pas jamais enlever le problème de tous les films de DC qu'il va y avoir que Zack Snyder avait implémenté avec ses ralentis. Malheureusement, 90% de leurs héros, c'est des dieux avec de l'hyperspeed. Donc, on ne peut pas sortir des ralentis. C'est impossible parce que tout le monde va trop vite. Oui, puis ça vient un problème aussi dans le sens où ils sont tellement forts. Tellement fort. Puis, on avait tellement critiqué Snyder sur la bataille entre Superman et Zod dans Metropolis, puis on refait exactement la même Christie d'erreur dans le Kandak. Tu sais, à la fin, il reste plus grand-chose de ce pays-là, on s'entend, là? Mm-hmm. Ouais, et dans le film de Adam, ça aurait été une bonne chose que le personnage agisse comme ce que Zack Snyder voulait faire, ce qui est anti-Superman, mais qui aurait été parfaitement en accord avec le personnage de Black Adam, mais là, on a un peu l'inverse. Mais j'ai de la misère à comprendre ton histoire d'anti-héros, parce que pour moi, Black Adam, c'est d'abord et avant tout un homme qui était qui est fidèle au Kandak. En dehors du Kandak, il s'en sacre, puis à l'intérieur... Tu sais, c'est un dictateur, Black Adam, là. Puis il agit un peu comme ça dans le film aussi. Oui, mais c'est surtout quelqu'un qui est prêt à... Il se voit pas comme un héros. C'est, oui, un dictateur, ce qu'on voit pas vraiment dans le film. Puis il est surtout prêt à toujours franchir la ligne pour avoir ce que lui, il veut puis ce qu'il croit être la bonne chose. Tu sais, dans les nouvelles origines qu'ils ont faites, là, c'est Jeff Jones, je pense, qui écrivait à l'époque. Normalement, c'est un oncle et son neveu qui deviennent Black Adam ensemble. Puis ils sont supposés se répartir le neveu, le plus jeune. Dans le fond, lui, il veut sauver le Kandak. Puis son oncle, il veut le faire aussi, mais ils ne s'entendent pas sur comment ils vont le faire. Comment ils règlent le problème? L'oncle assassine lorsqu'il se transforme son neveu. Et c'est comme ça qu'il devient Black Adam. Oh, wow, c'est dark, ça. Ce côté-là, on l'a pas dans le film. Ce que ça aurait pris, là, c'est la Justice Society qui arrive puis qui font plus de mal que de bien, puis que Black Adam en tue un des membres de la Justice Society, puis qu'il soit obligé de quitter. Puis qu'en quittant, ils se disent, ben là, ton peuple, il acceptera pas ça. Nous autres, on est des sauveurs, mais que le peuple, il se vire de bord, puis qu'ils répondent. C'est ça, je dis, il y a des bonnes idées dans le film. Quand j'oublie le nom du personnage de la fille. Adriana, ou on a fait la même. Elle lui dit, vous êtes la Justice Society, ça fait 25 ans qu'on est oppressé par, j'oublie le nom de cette gang, Intergang, puis que vous faites rien, puis là, vous venez nous dire que vous êtes là pour la paix dans le monde, voyons donc. C'est dit, mais il n'y a pas vraiment de conséquences à ça. On ne le sent pas vraiment qu'ils ne sont pas derrière la Justice. Mais j'en profite pour vous poser une question. Là. Tu me racontes ça, là, puis est-ce qu'ils n'ont pas manqué une belle occasion de ne pas finir ça comme tous les films de DC, puis d'avoir juste un showdown entre la GSC puis Black Adam, puis d'avoir, tu sais, pas de réel, véritable gros méchant en CGI pas bien fait, là. Parce que ça s'est fini un peu
En fait, c'est le même feeling que j'ai dans Wonder Woman quand, à la fin du film, je me dis « Wow, le méchant, c'était les hommes en général, les humains en général. » Puis là, ils ont comme été autour de la table puis ils se sont dit « Non, ça prend une dernière bataille, ça prend un dernier badass, fait qu'on va prendre Arès avec sa grosse moustache, puis on va faire une grosse bataille laide, pas belle, qui dure vraiment trop longtemps pour rien. » J'ai eu le même feeling dans Black Adam quand je me disais, il y a un showdown entre ce que la GSA fait, ce que lui il fait, Kandak, comment on intervient, la stabilité mondiale. Moi, j'aime ça même dans Superman, on fait ça souvent, là, quand on joue sur où est-ce que tu as le droit d'intervenir, où est-ce que tu n'as pas le droit, qui tu as le droit de sauver, qui tu n'as pas le droit de sauver. Moi, j'aime ça quand on joue là-dedans. Il y avait probablement quelque chose à exploiter là, puis là, on a fini ça avec Sabak, un gros démon, puis tout le monde se bat. Ouais, mais c'est parce que Sabak est un méchant qui est important de Shazam et de Black Adam. Encore une fois, ils sont tombés dans le piège de la facilité de méchants qui a les mêmes pouvoirs que eux, parce que veux pas, c'est le même principe. C'est 6 démons plutôt que 6 dieux. Oui, peut-être, sauf que ça prend toujours le problème. C'est même Marvel, tous ses films, ou dans ses origines, le problème, c'est le méchant final, c'est ton personnage principal, mais vu d'un miroir à l'opposé. Donc, c'est le problème de tous les films de super-héros depuis 20 ans. Dès que tu présentes quelqu'un, il doit combattre son opposé, parce que dans la bande dessinée, c'est comme ça. Malheureusement, c'est ça depuis 70 ans. Mais ils ont manqué une belle occasion. Oui, mais encore une fois, c'est parce que les méchants vivants, les méchants humains, intergang, je trouve que l'idée était super brillante de les apporter, parce que n'importe qui a lu du Superman dans les années 90 au grand complet, c'était les vilains principaux de Superman dans Metropolis. Donc, juste d'apporter cette gang-là, c'était super intéressant. Mais il n'y avait pas de menace réelle, parce que la joke du film, c'est qu'il en tue 250 à la minute. En fait, ça m'a fait penser un peu à Astérix et Obélix, là, de la façon dont on tue les méchants d'Intergang. Ils sont dépeints littéralement, ils s'en cachent pas comme des nazis, c'est des monstres. Il n'y a personne qui fait comme ouf, il est rough Black Adam à les tuer, on applaudit. On est content, on espère juste qu'il en manque pas un. Black Adam, ce que j'aime dans le personnage, c'est qu'il y a cette espèce de zone grise. Là, il va tuer, mais il va tuer autant des super-héros que des super-vilains. Il fait ça pour son bien à lui puis pour le bien de sa nation. Il franchit la ligne que personne d'autre est capable de faire. Puis je ne l'ai pas senti dans le film. Dans le film, il dit « Je suis pas un héros », mais il agit comme un héros. Il prend des décisions d'héros, il fait des affaires d'héros. Et en plus, il nous amène à la fin exactement là où ça nous aurait amené si on avait suivi le personnage, c'est-à-dire qu'il est isolé, le Kandak est à prison. Parce que c'est ça, dans le fond, là, à la fin, la Justice Society, ou encore, ce que moi j'aurais aimé voir, c'est, gars, on peut pas le battre, là, mais on va le circonscrire. On va... on va y mettre une limite physique. Mais c'est parce que pour défendre le point Jean-Luc, je pense que ce qu'il essaie d'exprimer, c'est que la GSA, dans le film, définit le héros par « on ne tue pas ». Ça fait qu'ils sont sur la même ligne que Superman et Batman. Exact. Et moi, j'ai trouvé ça très drôle de Hawkman de dire « moi, je ne tue pas ». Moi, j'ai des beaux souvenirs de lui avec sa massue dans la face du monde. Puis en général, le monde ne survive pas longtemps. Puis en général, c'est le monde qui essaie de l'arrêter parce que son bloodlust. Non, c'est assez Carter, là, c'est tout que tueur en série. Sauf que là, c'était totalement différent. Ça fait que la différence entre un héros et pas un héros dans ce film-là, c'est la limite de tu tues ou tu tues pas. Ce qui est un peu simpliste, là. Au rappel qu'on est dans le Snyderverse où Batman tue du monde à coups de gun sur la Batmobile et où Superman, dans son premier film, tue Zod et des milliers de personnes à Metropolis pendant qu'il se bat. Fait que, tu sais, le côté, les héros tuent pas, ben, tu sais, je veux dire, ils ont-tu pas écouté, ils ont-tu pas regardé les films dans leur propre série? Tu sais, ça fonctionne pas. Tous les héros tuent dans on va dire, le Dark DCU présentement. Mais on a parlé beaucoup de Snyder, tu as parlé du ralenti, Alan. N'empêche que faire des scènes de ralenti dans les films de super-héros, maintenant, on a eu la première, celle qui avait le plus impressionné dans X-Men. On se rappelle tous de Day of Future Past, qui était quand même assez extraordinaire comme scène. C'est difficile de réinventer ce genre de scène-là. Tu sais, Schneider en avait fait aussi. Mais celle sur Painted Black des Rolling Stones, au début du film, c'est une des Christie de belles scènes, ça, là. Bon, ça rappelle justement, si on prend le Snyder Cut de Justice League, les quelques séquences de Flash qu'il y avait là-dedans, où les ralentis dépeignaient vraiment des peintures que tu vois, que tu peux voir. Oui, effectivement, quand c'est bien fait, même à l'époque, quand c'était dans le super-héros, c'est Smallville pas mal qui l'avait apporté. Ouais. Il y a des séquences aussi qui étaient incroyables dans Smallville. Quand c'est bien apporté,
et que c'est utilisé de façon judicieuse et pas à toutes les 35 secondes. Genre avec le personnage de Tornade, là, ça c'était insupportable. Là. Ben ça, malheureusement, c'est le même problème que les effets spéciaux. Vous n'avez pas vu Morbius, aucun des deux, hein? Non. Morbius a utilisé le même principe sur ses effets spéciaux. C'est quelqu'un qui devient comme en nuage puis qui bouge rapidement avec des ultra ralentis. C'est des techniques de 2010 pour le 3D. OK. Parce qu'en 3D, ces trucs-là paraissent bien, sauf que je sais pas pourquoi ils sont pas capables de les lâcher, parce que quand tu écoutes un film en version standard, c'est lettre, puis ça vieillit mal. C'est affreux. Mais la scène, juste pour revenir à celle de quand il sort de sa caverne, c'est The Rock qui fait la scène, parce que tout le long du ralenti, il se passe tellement d'affaires dans sa face. Ouais. Ils ont réussi à passer dans ce 2-3 minutes-là toute son incompréhension de où est-ce qu'il est rendu, c'est quoi qui se passe, c'est qui ce monde-là, tout passe en 3 minutes et demie. T'sais, il est passé, lui, de 2600 avant Jésus-Christ, où il se faisait tirer des roches par la tête puis des flèches, à arriver à une place qui a mangé une roquette dans la tête puis plusieurs balles de fusil. Ah, puis moi, j'ai trouvé cette scène-là qui était vraiment, vraiment, vraiment bien faite. Quand on a parlé de ce film-là, Alan, tu nous as souvent parlé de la Justice Society. Tu étais très excité de les voir. Moi, j'ai été déçu. Honnêtement, je pensais que Hawkman, tu sais, pas que l'acteur était mauvais, sérieusement, il était A1, mais j'aurais aimé avoir un Carter qui était plus raide un peu. Dr. Fate était exactement ce que je voulais. Dr. Fate était, selon moi, le meilleur des personnages. D'accord, Jean-Luc? Absolument. Pierce Brosnan est presque un peu gaspillé. Tu te dis, j'aurais pris un film au complet avec lui. Ah, mais moi, j'aurais voulu qu'il soit là encore plus souvent. Puis sa magie, je trouve que ce qui est difficile avec le Doctor Strange, par exemple, c'est de revenir avec des personnages qui font de la magie puis de rendre ça visuellement intéressant. Et je pense que Dr. Fate, ils ont réussi ça. Ouais. Quand il fait son logo, là, son espèce d'épée qui est une clé, là, puis qui envoie dans le sol, moi je trouvais ça magnifique. Là, qu'il y a 2 fois qu'il l'utilise dans le film. J'étais là, c'est cool. Non, ça c'était vraiment cool. Ensuite de ça? Ensuite, si on prend, au début on pensait que ça allait peut-être Diatom, mais c'était vraiment Diatom Smasher. Ah, quel mauvais personnage. Sérieusement, c'était le comic relief du film. Qui était juste désagréable et malaisant. À chaque fois qu'il faisait une joke, là, tu voyais que le personnage était comme malaisant puis que le monde le prenait comme un petit peu de recul. On faisait comme t'es un peu ridicule, mais malheureusement, le public avait la même impression que ses acolytes en faisant comme t'es juste trop cave. Inutile comme personnage. On a, selon moi, gaspillé quelqu'un d'autre dans le roster. Là. Puis c'est la petite fille, c'est Cyclone. Tornade, whatever. En tout cas, ce qui est con, c'est parce qu'elle, dans le fond, on a l'air à comprendre que le scientifique qui l'a créé, c'est le gars qui est derrière les Metal Man puis qui est derrière le vrai Red Tornado. Tant qu'à introduire ce maudit scientifique-là par la bande sans le prononcer, pourquoi vous n'avez pas juste mis le Red Tornado là-dedans, qui est un des plus grands powerhouses de DC des années 80-90? Ça aurait été beaucoup plus agréable. Ou même... Il y a plein d'affaires de même. Tu dis ça à Alan, puis je fais comme, hey, c'est vraiment... C'est une maudite bonne idée, puis c'est un robot, Red Tornado. Fait que tu aurais pu introduire comme le côté Black Adam, il est gris comme personnage. Ben là, tu le mets contre un robot, qui lui aussi... un cyborg, mais encore plus loin. Il n'y a pas d'humanité. Il y a plein de bonnes idées comme ça qui auraient pu exploiter. Parce que la GSA a quand même un roster qui est intéressant dans la bande dessinée. Là. Il y a beaucoup de trucs là-dedans qui auraient pu être utilisés. Bon, vous n'étiez pas d'accord avec moi. Moi, j'aurais aimé avoir Alan Scott. Ouais, sauf qu'il y a une nouvelle qui est sortie encore hier ou aujourd'hui qui disent que la série TV de HBO a été scrappée puis la part en grand complet du Green Lantern. Ça fait que... Ils ne voulaient pas mêler le monde. C'est un no man's land en ce moment, le Green Lantern. Ils ne savent pas quoi faire avec la télévision. Donc, ils savent pas encore ce qu'ils vont faire avec la série TV puis qu'ils ont apporté, sont pas prêts pour les films parce que les introduire, ça va trop cocher la production. Mais visuellement, avoir eu Alan Scott contre Black Adam, ça aurait été magnifique, là. Ça aurait été beau, là. En même temps, c'est un gros personnage, puis c'est un feeling que j'ai, là, mais on dirait que Dwayne The Rock Johnson, il a comme choisi avec qui il allait jouer. Il était là, moi, je vais avoir des scènes avec Pierce Brosnan, je vais avoir des scènes avec Hawkman, mais avec les 2 autres, là, puis c'était une joke que je faisais en sortant du cinéma, je pense qu'ils n'ont pas de scène avec lui. La fille, à la fin, elle lève la tête, elle le regarde. À Tom Smasher, il fait comme un clin d'œil. Mais j'ai pas l'impression qu'ils ont eu de scène écrite entre les deux. Puis il n'y a pas de dialogue entre les personnages. Comme si il était au-delà de ça. Là. Fait que ces personnages-là sont relayés ils apparaissent dans les scènes d'action et ils ont des scènes entre eux, mais ils n'interagissent pas avec le personnage principal. Et c'est un petit peu étrange. Puis j'ai l'impression que c'est comme The Rock là, qui a fait, moi, il y a 4 acteurs avec qui je vais avoir des scènes.
mais les autres, non. Une des choses qui m'a gossé un peu, c'est... tu sais, OK, Ant-Man and the Wasp, ça va être le 31e film du MCU. On s'entend, là? 31 films pour établir un univers partagé dans lequel il y a des concepts, il y a des endroits. Tu as eu beaucoup, beaucoup de temps pour placer tes pions, placer tes affaires. Le DCU, on s'entend, là, il n'y a pas beaucoup de films, puis souvent, c'est garoché. Puis j'ai trouvé que la Justice Society en a souffert, Amanda Waller en a souffert, le monde dans lequel vivent ces personnages-là en a souffert en général. Ils nous introduisent un paquet de concepts super rapidement, puis c'est de même, puis on les a jamais vus dans d'autres films, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas qu'est-ce qu'ils font. Là, ils ont une espèce de maison, la Charles Xavier, avec le jet qui sort de là, ils ont des liens avec la fille de Peacemaker, là, il y a Amanda Waller là-dedans, puis là, ils essayent de faire comme un paquet de liens qui ont jamais vraiment été faits pour... Ça fit pas. Puis ce que tu viens de nommer, là, crée l'autre problème du film. L'exposition et les dialogues médiocres de ce film-là. Yeah. Sérieusement, ça a été écrit par un enfant de 5 ans. C'est de la qualité des dialogues, mettons, d'une quotidienne au Québec, où ce que c'est historique et ça parle, et ça ne parle pas comme un être humain normal, standard. Ça parle comme un écrivain qui est juste rushé pour écrire comme il s'écrivait un roman, et pas comme le monde parle. C'est souvent un problème des films génériques. Si vous avez vu Uncharted l'année passée, vous avez vu le même problème. Si vous avez vu, mettons, le Tomb Raider qui avait sorti il y a une couple d'années, les textes sont génériques, sont fades. Personne ne parle comme ça. Il n'y a personne qui fait de l'exposition à ce point-là. À la fin, le vilain qui explique son plan pendant 28 minutes en arrière de son bouclier. Et sérieusement, il est même capable de se rappeler là, de ce que son ancêtre a dit. Il y a 2600 ans, l'être humain normal ne se rappelle pas ce qu'il a mangé pour souper hier. Donc... l'exposition de ce film-là et les dialogues sont insupportables. Et encore pire que tu le vois en français, parce que quand tu parles surtout en anglais qui était trop éloquent quand tu parles, en français, malheureusement, tu tombes dans le vouvoiement et dans le tu perles. Et c'est insupportable en français. Effectivement, les dialogues, c'est une grosse faiblesse, Jean-Luc. Oui, le scénario en général, là, on sent que c'est pas quelque chose qui a été écrit avec passion, le genre 15 ans, le petit The Rock était là tout le long. C'est comme, il y a plein d'idées, puis on a écrit un scénario autour pour faire arriver ces idées-là. Mais là, je vous écoute. Là. Oui, t'avais dit. Ça fonctionne, mais non, c'est pas bien écrit. Mais là, je vous écoute, là, puis je reviens à la question que je vous ai posée. Ben, pas que je vous ai posée, mais le préambule que j'ai fait avant de présenter le film, c'était supposé être un nouveau départ. Là, je vous entends, je nous entends, je m'écoute aussi. C'est pas un nouveau départ, là. C'est plus de la même chose. Oui, c'est la formule copier-coller de ce qui existait. C'est juste que les couleurs sont un peu plus claires. Jean-Luc? Moi, là, en écoutant ça, je me sens... En fait, le film que je rapproche le plus de ce film-là, c'est le premier Suicide Squad. Mm-hmm. Et qui a lui aussi qui a des faiblesses scénaristiques, un vilain absolument boboche, mais qui a plein de scènes vraiment cool, puis qui a plein de bonnes idées. Mais tu sais, c'est un film qui a genre 10 ans. Puis un casting incroyable aussi, là. The Rock avait raison, mais pas pour la bonne chose. Puis tu l'as adressé un petit peu. Là. Il nous dit depuis 15 ans, ça va changer CDC, ça va changer CDC, le niveau de power va changer. Puis il avait raison, mais pas avec son film, avec James Gunn qui arrive à la tête du DC. Ben, effectivement, parce qu'on va en parler justement du problème. Allons-y. Parce qu'on va sortir du film. On va post-credit 5. Oui. Normalement, c'était un gars qui était d'un sou puis il coupait la tête. C'était comme Shazam. Mm-hmm. The Rock est arrivé, il voulait vraiment Henry Cavill, mais il s'est rendu compte qu'il y avait... Comment il s'appelait? Jean-Luc, c'est-tu Armada ou... Armada qui a quitté la Armada qui a quitté, que lui, finalement, on s'est rendu compte que lui puis Henry Cavill, c'était chien et chat. Mm-hmm. Ça allait vraiment pas bien, puis il voulait rien savoir de le revoir là. Ça fait que The Rock s'est rendu compte qu'il y avait comme quelque chose qui allait pas bien. La nouvelle direction qui était là voulait se débarrasser d'Armada, puis on savait qu'il allait partir tranquillement pas vite. C'est que pendant le tournage, quand Black Adam a été tourné, puis que lui s'est fait tirer, il était chercher Henry Cavill, puis ils ont retourné la séquence. C'est pour ça qu'il est ultra cheap, la post-credit scene. Tu vois, Henry Cavill arriver d'un nuage de fumée, là, c'est parce qu'ils ont eu 15 minutes pour la fin. Oh oui, ça s'est fait dernière minute. Puis ils ont essayé de nous faire croire que c'était parce qu'ils voulaient garder le secret, c'est pas ça. Non, effectivement, c'est parce qu'il ne pouvait pas, tant que ce dude-là était là, la journée ça a été confirmé sur papier qu'elle allait se faire mettre dehors, Henry Cavill a remis le pied dans le building, et c'est là que Man of Steel s'est fait confirmer, et qu'une nouvelle tête dirigeante avait été cherchée pour le DCU. Sauf qu'en ramenant Henry Cavill, en mettant James Gunn là,
j'ai pas l'impression qu'on paye sur le Python Reset, là. Non, mais Dwayne Johnson l'a dit dans une entrevue, il arrive, moi je refuse de croire que ces personnages-là n'existent pas, mais qu'ils vont se croiser. Mais sauf que ça veut pas dire qu'on va les acknowledger, ils vont se croiser. Jean-Nic, t'en penses quoi? Je crois aussi que, tu sais, mettons l'annonce de James Gunn hier, là, c'est pas quelque chose qui s'est décidé la semaine passée. Là. Ça te fait quand même faire un bout que c'est en discussion. Il y a beaucoup de personnes qui, tu sais, à l'interne devaient être au courant. Je crois que les résultats de Black Adam, tu sais, je pense pas que c'est ça qui est mis le dernier clou dans le cercueil, mais tu sais, clairement, si le film avait fait genre 400 millions à sa première fin de semaine, peut-être qu'il aurait fait, OK, on va continuer les discussions avec James, mais on va continuer à voir ce que Dwayne va apporter. Là, ils ont comme fait, le film, finalement, il a comme le même problème que nos autres. Fait que je pense que The Rock, il est avec eux autres, mais tu sais, il commence déjà à changer son discours. Là. Il y a 2 semaines, il disait « Je travaille activement à avoir un fight avec Superman ». Puis là, hier, en entrevue, il disait « à court, moyen terme, on n'a pas vraiment de plan pour que les 2 personnages se rencontrent vraiment. On va voir. Moi, je veux continuer à travailler avec eux, puis j'aimerais ça que ça arrive éventuellement. » Fait que là, on a passé à ça va peut-être être genre lui l'ennemi dans le 2e film de Superman à présentement, il n'y a comme rien sur la table là, pour une suite, genre. J'ai une question rapide. Est-ce que vous pensez que le report de Shazam a un impact à ce qui s'est passé là? Ils n'ont pas pu présenter Henry Cavill dans le premier. Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont reporté pour peut-être en faire un caméo dans Shazam? Je pense qu'il pourrait être dans le 2e Shazam. Ben, ils ont manqué leur chance parce qu'ils ne pouvaient pas dans le premier. Ils l'ont fait de façon cheesy. Vraiment cheesy, ça fait que je pense... Ça aurait du bon sens. Oui, excuse, on entend mon gars en arrière, c'est de toute beauté. mais est-ce qu'il pourrait être là? Ben, en tout cas, une chose est sûre, il y avait un problème avec Cavill, tu nous l'as exposé. Dwayne a réussi à le ramener dans l'écurie. Moi, je pense que c'est un atout d'avoir Henry Cavill avec toi, surtout depuis la version de Josh Whedon de Justice League, où ils nous ont enfin présenté un Superman qui, selon moi, est à la hauteur de ce que Christopher Reeve avait fait. Puis tout ce que Henry Cavill a touché par après nous a montré que ce gars-là a du potentiel. Donc, il est le fun. Moi, depuis le Justice League de Whedon, la seule chose que ça m'a donné comme émotion, ce petit film-là, c'est « Wow, maintenant, je veux redonner une chance à un film de Superman. » Oui, avec ce Superman-là. Henry Cavill méritait d'avoir sa 2e chance, ça fait 10 ans. Puis c'était le temps. Puis je suis content que ça avance dans cette direction-là. Mais pas son Superman de... Je veux pas voir le Deep-Press de Man of Steel. Là. Ça va être la grande question parce que ce qu'on sait en ce moment, c'est que James Gunn va prendre toutes les décisions, sauf pour 2 franchises. Il gère pas Joker 2 et il ne gère pas le Batman et son univers étendu de Matt Reeves. C'est lui qui va prendre les décisions. Moi, c'est vraiment drôle. On est comme, toi, t'es un peu inquiet. Alan n'aime pas ça. Moi, je suis aux anges. Moi, ma grande question, c'est comment James Gunn va déléguer. Parce que je suis pas inquiet sur ce qu'il va faire, mais tu sais, James Gunn, là, c'est comme pour moi du gâteau au chocolat. Mais tu sais, je mange pas du gâteau au chocolat 3 repas par jour. Tu sais, c'est mon dessert préféré. Mais j'espère que James Gunn va être capable de faire « OK, Superman, on donne ça à telle personne. Je vais être consulté pour certains trucs, pour donner des lignes. Mais tu sais, ça sera pas un Superman qui fait des jokes puis qui fait exploser des buildings. Tu sais, j'espère qu'ils vont laisser à quelqu'un exprimer ce qu'il veut faire. Mais gars, ce que tu me dis là, c'est ce qu'on espérait voir dans le MCU. Puis avec Kevin Feige à la tête du MCU, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les réalisateurs finissent tous par nous dire « Tu rentres là, puis ta créativité, tu la laisses à la porte. » Mais Kevin Feige, de toute façon, c'est une caméra avec une casquette. Ouais, en plus. Tu sais, Jean-Nic, c'est ça, là. Le but de se nommer quelqu'un qui voit à l'ensemble de la patente, c'est justement d'empêcher d'avoir ce qu'on a eu avec le DCU. C'est-à-dire des millions de versions bizarres qui ne fitent pas ensemble. C'est ça qu'ils veulent plus. Fait que tu sais, oui, tu vas avoir malheureusement, tu vas avoir un Superman qui fait des jokes qui dit du monde. Ils n'ont pas le choix parce qu'on a souvent parlé de la phase 4, puis ils ont laissé plus de liberté au niveau de la phase 4, puis ils ont essayé des réalisateurs différents avec des styles différents, puis c'est la pire phase. Puis même au niveau du box-office, il est en diminution le MCU là, depuis la phase 4 et la différence... Écoute, ils ont scrappé Sam Raimi. Moi, quand ils ont engagé Sam Raimi puis la fille de Eternals, je me suis dit, OK, ils sont en train de lâcher un peu à grippe puis de les laisser faire toutes sortes de styles puis de genres, ça va marcher. Raimi qui sortait d'une retraite de plusieurs années, qui avait pratiquement rien fait, puis finalement, son film, c'est une catastrophe. Non seulement ça, mais en fait, son film, c'est une catastrophe parce que c'est pas un Raimi. N'importe quel style de toton aurait pu faire ce film-là. C'est le même film que
tous les autres. À part pour le bout de zombie 10 minutes à la fin. Puis encore là, tu sais, ils ont fait ça juste... il m'a fait penser à un mauvais Tim Burton, là. Tu sais, quand tu dis, bon, je vais mettre 2-3 spirales, ça va avoir l'air d'un film de Tim Burton, là, tu sais. Mais dans le fond, c'est pas ça, tu sais. Si t'engages Sam Raimi, tu sais, c'est comme engager une décoratrice chez vous, puis tu finis par choisir les couleurs des murs pareil. Ben, t'as une décoratrice, mais c'est pas plus beau chez vous, là. Hey, t'avais fucking Sam Raimi sur ce film-là, là. Vous imaginez, les gars, les possibilités que ça aurait pu être, là? Ben, on l'a vu avec les 2 premiers Spider-Man. Ben, ils nous ont scrappé ça avec un film qui est identique à tous les autres films de Marvel. Alors, moi, j'ai la même crainte avec James Gunn du côté de DC. Ça va être son empreinte à lui. Là. T'as déjà, tu connais bien ça, là, un premier ministre, ça met son empreinte sur le gouvernement. T'as beau avoir bien du monde différent, ça reste en haut le bureau du PM qui prend une décision puis qui cale les shots. Ouais. Mais tu peux pas tout gérer. Il faut que tu t'entoures de gens qui t'aident à prendre ces décisions-là. T'sais. Oui, mais tu t'entoures de gens qui pensent comme toi. Ça va dépendre de l'équipe que James Gunn met en place. T'sais. Comment il va déléguer. J'ai hâte de voir. Mais un deuxième Superman, moi, je pense qu'on est prêt pour ça. Ça reste leur meilleur atout avec Batman. Oui. Ça reste le personnage, le super-héros suprême. C'est le personnage le plus connu. Il défonce les cultures, dépasse l'imaginaire collectif. C'est ton flagship. Et ça fait des années que tu ne l'utilises pas, depuis 2013. La prochaine étape, c'est caster Wally West. Entre autres, oui, parce que là, il va falloir que tu te débarrasses de ton problème. Là. Ouais, effectivement, il faut que tu sortes Flash 2, puis que tu tues Barry Allen, comme c'est arrivé des années 80, puis Wally West... Baba Ezra Miller, merci beaucoup. D'ailleurs, ce film-là, on fait quoi, là? Ben, vu qu'Ezra Miller, il a été acquitté d'une accusation, il a accepté de suivre des programmes, parce que Warner ont comme pas le choix pour sortir leur film. Ils ont une fenêtre, dépêche-toi avant qu'on sorte d'autre chose. Ouais, c'est parce que je sais pas quand ils vont sortir le film, mais la fenêtre s'en vient tranquillement pas vite, j'ai l'impression. Puis et la porte Wally West, j'ai l'impression. Je suis sûr que c'est ça qu'ils sont en train de travailler pour refaire une fin, se débarrasser d'Ezra Miller, puis présenter Wally. Hey, salutations à Michael Keaton qui est chez eux, qui engrange tout ça. Puis on l'a pas vu encore une fois. Il y a eu 2 millions quand même, c'est pas rien. Hey, ça doit être les 2 millions les plus faciles à faire assis sur ton cul chez vous. T'étais supposé apparaître dans 3 films, il n'y en a pas une de ça. Ce gars-là, ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait parler de lui demain. Non, lui, c'est incroyable. Non, c'est quelque chose. Mais bref, Black Adam, allez le voir. Je pense que c'est un bon film de Dwayne. Vous allez avoir du fun. Laissez votre cerveau à l'entrée. Oui. Puis restez pour la scène finale. Oui, tout simplement. Le film vaut la peine. Visuellement, le film est vraiment beau. Oh, moi, comme je vous ai parlé de cette scène-là au début, mais il y en a plein de belles scènes comme ça qui valent la peine d'être vues, où tu dis, waouh, ils ont... Puis moi, c'est probablement la chose que j'ai remarqué le plus dans ce film-là, c'est le chemin qu'on a fait entre Man of Steel et ce film-là sur comment présenter des effets spéciaux crédibles pour un personnage aussi fort. Je trouvais que c'était bien fait, là, quand il se bat contre les humains, la vitesse, les éclairs, j'ai trouvé que c'était mieux fait que... Tu sais, Man of Steel, j'ai toujours trouvé que ça faisait jeu vidéo, là. Ouais. Les punchs n'avaient pas l'air à frapper. Là, quand ils frappent, les impacts sont là. C'est bien. C'est ça, là. Je pense qu'ils ont assumé qu'ils ont un powerhouse. Ils ont assumé qu'ils ont un personnage qui est très fort. Ils n'ont pas essayé de nous faire semblant qu'il était vulnérable. Là. Quand on l'a vu blessé au début du film, j'ai dit, bon, ça y est. Mais pas en tout, là. C'est la seule fois qu'il est blessé. Là. Je veux dire, pour le reste, là... Oui, effectivement, non. Sérieusement, boudez pas votre plaisir à cause de quelques mauvaises critiques. Prenez le film pour ce qu'il est, puis... Et mention honorable à Dwayne qui s'est entraîné comme un mongol et qui n'a pas de padding dans son costume. À presque 60 ans. Incroyable. Hey, le coup, là, la scène où on le voit de dos, là, en panoramique, là, il a l'air d'un nuage. Il n'y a pas de coup. J'ai eu un frisson que je n'avais pas eu depuis Thor Ragnarok. Ah, mais Zachary Levi a l'air beaucoup plus confortable. Oui. Tu pourrais dormir dessus. Mais il va l'écraser, le pauvre petit. Il va le prendre dans... Non, mais il va le prendre dans ses mains. Il va faire comme... Il n'y a rien à faire avec ça, là. Il va avoir l'air ridicule à côté, là. Quand tu le regardes, là. Ah, c'est ça qui va être drôle. Pauvre gars. OK, Tale of the Jedi, 6 petits animés d'une quinzaine de minutes, 20 minutes dans le plus long, qui sont des ponts entre certaines histoires ou des moments précis dans l'histoire de Star Wars, dans la trame narrative de Star Wars, avant l'épisode 4, 5, 6, qui nous répond à quelques questions, des fois qu'on avait, des fois qu'on n'avait pas. Qui nous amène dans des moments qu'on n'a pas explorés beaucoup, que je trouve intéressant. Moi, tout l'univers d'épisode 1, j'ai trouvé ça super intéressant. Qu'est-ce qui vous a branché le plus? De quoi on commence par quoi?
L'épisode 1 était oublié. Ah, l'épisode 1, je l'ai même pas écouté. M'intéresse pas. C'est un bébé à chocolat d'1 an qui flatte un lion puis elle devient son ami à cause de la force. Ça, non. C'est mogliment cheap. On passe au deuxième, Count Dooku avec un jeune Qui-Gon Jinn qui s'en va sur une planète faire une négociation, un classique. Oui, parce qu'il y a un fils de sénateur qui a été kidnappé. Et on se rend compte que le sénateur est un foutu asshole. Qui a vraiment opprimé son peuple au grand complet et son fils n'était pas au courant. Il s'en rend compte là. Puis il est presque content d'être kidnappé parce qu'il se rend compte que son futur peuple est maltraité par son père, puis il n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Et c'est probablement les premiers éléments dans la tête du comte Dooku. Exactement. Où ce que Dooku, quand il parle au sénateur, qui dit « Laisse-moi tuer ce peuple-là, puis ramasser mon fils », où ce que Dooku fait comme « Excuse-moi, je suis un Jedi et je protège le peuple de la République ». Et le sénateur de lui répond, il fait comme « Non, les Jedi sont là pour servir la République et les sénateurs ». C'est comme la première graine du mouvement séparatiste qui se plante là, Ouais. là. Puis l'utilisation un peu dark de la force de la part de Dooku qui nous montre que... Mais tu sais, c'est un point que je trouve que Dave Filoni utilise bien parce que George Lucas... Je peux pas être poli, je vais me mâcher mes mots, mais ces hosties de Jedi, il y en avait vraiment fait des spires de la République, puis du Sénat, puis de l'armée au grand complet. Dans aucun de ces films, on a vu un Jedi qui a défendu le peuple. Jamais, jamais, jamais. Il ne faisait que les missions du Sénat. Sans jamais contredire le Sénat. C'était la branche armée du Sénat. Tout simplement, puis il réfléchissait même pas. Il était assis en rond, il parlait toute la journée, mais si un sénateur dit « va tuer lui », il le tuait. Mais c'est un peu ça, en fait, la base de la prélogie. C'est ça le problème. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a une guerre, en fait. Ben, plus ou moins, c'est ce qui a expliqué. Ça a donné. Ben, Dave Filoni a fait 6 ans de Clone Noir sur le fait que c'était une idée de jambon. Comme c'est ça, il y a eu une fausse bonne idée. Genre, il y a un setting qui est intéressant, puis les personnages ils disent c'est ça qui se passe, mais c'est pas ça qui est exploité pantoute. Mais le fait qu'il ait dit, puis que les personnages disent que c'est ce qu'il faisait, ça a ouvert la porte à Filoni à faire comme t'as peur. Là. Il nous a dit ça, il nous l'a pas montré. Ben, t'as peur, moi, je vais m'amuser avec ça. Là. Je vais montrer comment c'est arrivé. Puis, et je suis désolé, là, mais Filoni, c'est beaucoup plus intéressant, ses idées, puis ce qui fait que ce que George Lucas a fait. Là. C'est extraordinaire. Puis moi, entrer dans cette époque-là, d'épisode 1, puis de faire des liens avec les films, j'ai adoré ça, là. Puis ça nous amène peut-être, continuons la ligne de Dooku au deuxième épisode où il est avec Mace Windu. C'était écœurant, ça, là. Et, là, tu vois encore le clash entre Mace Windu, qui était trop by the book, puis que tu te rends compte qu'il est nommé à la fin. Il est nommé à la fin, puis ça avait l'air à suivre une ligne directrice que lui-même s'est mis sur son chemin pour réussir à avoir une place au conseil. Tu sais, il a l'air d'un gars qui veut suivre le cheminement puis monter les échelons dans les Jedi de façon... Un syndiqué, là. Comme un syndiqué, justement, qui rentre et quand il voit une faille, il trouve le maillon faible puis il le fait tomber. C'est ça. Puis il prend sa place. Parce que c'était écœurant aussi, cet épisode-là. Dooku est encore face au Sénat, face à ce qui se passe sur le terrain, à l'assassinat d'un Jedi. Effectivement, puis l'assassinat de ce Jedi-là ouvre la porte à Mace Windu à rentrer au conseil, puis c'est comme s'il avait pris la porte qui était là, faisait comme s'il s'est introduit dans cette mission-là en sachant qu'il allait pouvoir prendre la place. Ah non, c'est tordu comme idée. Et tout ça nous amène au dernier épisode avec Dooku, où là, on est vraiment épisode 1, là. On est en fait en simultané lorsque Qui-Gon est sur Coruscant pour faire son rapport sur le site. Darth Maul. Au même moment, on voit enfin Dooku éliminer des archives Kamino, Sifo Dyas, puis tout ce qui est autour de cette histoire-là qui a été un peu garoché en n'importe comment dans l'épisode 2. Et plus important, cet épisode-là donne une réponse à une question que tous les fans de Star Wars et même la population en général ont. Qu'est-ce qui est arrivé à Yaddle? Arrivons à Yaddle. Et ça, c'est intéressant ce qu'on a réussi à faire avec Yaddle. Et ce qui est le fun, c'est que on est au début du plan de Palpatine. Puis son plan n'est pas encore béton, là. Non, vraiment pas, parce que là, il est encore sur les catonuméodiens, là. C'est ça son as à la manche, là. Puis il n'est pas encore chancelier, là. Parce qu'au moment où ça se passe, Qui-Gon vient de mourir. Il va être nommé chancelier ou il vient de se faire élire chancelier. C'est pas encore fait. Les clones sont pas encore rentrés, non? Les clones sont pas rentrés. Dooku va le voir, va lui dire « Hey, là, t'es allé trop loin.
C'est allé trop loin. C'est intéressant, ça, le côté. On voit de coup qu'il est comme. Il y a un choix à faire, là, parce qu'il est en train de dire, t'as peu, là, il n'était pas supposé mourir à Qui-Gon. J'aurais pu le convaincre. Puis, tu sais, au-delà du, ça aurait pu devenir un allié. Là, il est en train de se dire, t'as peu, là, en allant là, ça va apporter ça. J'ai perdu. Tu sais, c'est presque un fils pour lui. Ça rend tellement le personnage, c'est plus humain, plus sympathique, Et que j'ai trouvé ça cool. Et ça en ajoute sur la relation entre lui et Palpatine et pourquoi Palpatine s'en débarrasse, parce qu'il le voit comme un égal. Ouais. C'est à la fin qu'il l'appelle Master. Ben, tout simplement, effectivement, parce que quand il parle, c'est son collègue de travail. C'est ça. Au début, là, il y a une relation d'égal à égal, une relation politique, et tu vois que Palpatine a utilisé la même chose qu'avec Anakin. J'ai trouvé ce que tu voulais, j'ai trouvé ce qui te fait peur, j'ai trouvé ce qui t'inquiète, ce qui te gruge, et je t'apporte une solution. Ma solution, c'est celle-là. Comme avec Padmé puis avec Anakin, je sais ce qui te gruge, je sais ce à quoi tu penses, ce à quoi tu rêves, je t'apporte une solution. Puis Palpatine, il fait la même affaire. Puis les deux tombent d'égal à égal, de plus haut même à plus bas, à finalement être complètement servile, complètement écrasé. Oui, c'est l'effet du Seigneur Sith. Quand tu pognes ton apprenti, puis que tu réussis à faire vraiment te franchir la ligne du côté obscur, c'est là que tu ramasses ton élève en moment de faiblesse et que tu prends ta supériorité. Parce que le maître est toujours supérieur à l'élève. Il va toujours profiter de ses faiblesses pour prendre le dessus. Et ce moment-là, c'est le combat contre Yaddle. Ouais. Cool, Yaddle. Hey, sérieusement, pour une marionnette qui a été ratée, là... Screen time. Hey, c'est incroyable. Quand je l'ai vu arriver, et il la tue, là. C'est de valeur parce qu'ils sont revenus un peu en arrière, là. Mais... Ouais, ils ont ah non, on peut pas la tuer comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait comme... Ouais, ça c'était peut-être un peu rough. Ben, l'avantage, c'est qu'il y a une plante. On rouvre la porte, il va y avoir un œil qui raccroche. Il y a qu'un œil d'accroché qui monte en haut, là, ouais. Hey, désolé pour tout le monde, pour qui n'avait pas. On est en train de spoiler les 6 épisodes au grand complet. Désolé. Ouais, on l'avait dit au début. On l'avait dit, allez écouter, ça va à peine. Mais tu sais, elle se fait écraser par la porte. Mais... Moi, je me suis dit, oh, Chris, c'est rough. La qualité de l'animation est encore là. C'est vraiment, vraiment beau. Ouais, mais j'ai trouvé ça spécial. Ça m'a pris un peu de temps à m'adapter. Puis je t'explique pourquoi on est. Je trouve que ça avait l'air des fois. Puis je pense que c'était voulu. Là, ils ont voulu se donner probablement un style. Ça avait l'air des cinématiques de jeux vidéo, des fois. Là. De deux personnages statiques, un en face de l'autre, qui font juste des mouvements avec leurs mains. Là. Ouais, ça, c'est peut-être pour couper des coûts de production un peu. Je sais pas, mais des fois, j'ai trouvé que ça avait l'air un peu cheap, des fois. Ça m'a déçu, ça. Elle était vraiment belle. Par contre, le voice acting, il est correct, mais c'est ça, cinématique de jeux vidéo, c'est pas timé vraiment avec les lèvres parfaitement. Genre, je me sentais vraiment... C'est ça, cinématique de jeux vidéo de PlayStation 2, genre. Genre, c'est ça, tu sais, genre, hey, c'est awesome, c'est merveilleux, c'est ce que je veux voir, mais Chris, il aurait pas pu se forcer un peu? Ouais, un petit peu uncanny. Puis, tu sais, il y a aussi dans l'histoire de Dooku, là, je comprends qu'ils nous font des shorts de 15 minutes, mais sérieusement, cette histoire-là aurait mérité beaucoup plus, là. Parce qu'il reste encore plein de questions. Comment il a rencontré le chancelier, le sénateur à l'époque, comment leur premier deal s'est fait, parce que entre l'épisode où il se rend compte que Mace Windu, c'est un hostie de crosseur, puis que les Jedi, c'est des crosseurs, puis l'épisode où il va voir Palpatine en disant « C'est pas ça que tu m'avais promis », moi, c'est l'épisode de là qui me manque, là. Sauf qu'ils n'ont jamais dit que c'était un stand-alone. Ah, je sais. Il va y avoir une saison 2. Donc, tu sais, ça avait fonctionné à l'époque. Il ne faut pas oublier que la prélogie, si tu n'écoutais pas les dessins animés qui passaient à minuit soir à Télétoon, tu ne comprenais pas les films. Ouais, surtout pour le Grievous, pourquoi il touchait. Oui, effectivement. Puis pourquoi Palpatine était enlevé au début du 3e film. Donc, il pourrait avoir une série, c'est pas long à faire. Je suis convaincu qu'il pourrait en avoir 2-3 autres saisons comme ça. Je pense que Star Wars Vision va revenir de toute façon. Donc... Mais tu sais, c'est parce que ce que ça m'a prouvé, cette histoire, parce que je me suis rendu compte que c'est ceux que j'ai dévorés en premier puis que j'ai apprécié le plus, c'est à quel point Dooku est un personnage intéressant. Moi, ça fait longtemps que je dis que ce personnage-là aurait dû être dans l'épisode 1, là. On aurait dû avoir une ou deux scènes avec ce personnage-là. Ils n'ont même pas exploré Jas Ventress encore. En plus... Tu sais, Ventress, t'as du stock, pas rien qu'un peu, là. Parce que Dooku arrive dans l'épisode 2 comme « What the fuck », tu sais. Si t'avais pris le temps de l'établir dans l'épisode 1, là, une scène avec Qui-Gon, comme on a vu, là, quand Qui-Gon est dans le sang, juste cette scène-là avec Christopher Lee, genre, c'est son ancien maître, puis tu le laisses comme ça, puis
Juste ça, là. Hey, le mec qui a appris la carrière à George Lucas, c'est Hasbro. Un Transformer, ça a un nom, ça se transforme à quelque chose, puis ça a un trait de personnalité. Ah, je sais, faut pas trop Il y a- demander. Il y a un choix qui a été fait probablement assez tôt. Je ne sais pas si quand il faisait épisode 1, c'était pensé, mais le problème qu'ils ont, Christopher Lee, qui joue le Comte de Cou, tu sais, je veux dire, c'est un acteur qui est associé à Dracula et avoir joué des vilains presque toute sa vie. Si tu l'amènes dans épisode 1 et tu le présentes comme ça, pour la plus, tu sais, je veux dire, pour les kids, ça ne fait pas de différence, mais pour la plupart des gens qui ont grandi avec, qui connaissent cet acteur-là, c'est comme, ça t'envoie un gros clin d'œil sur le fait que il y a Pis probablement ça. quelque chose de plus tordu que ce Ouais, personnage. pis ça, ils l'ont fait avec Saruman. Tu sais, c'est comme, si tu savais pas lu Le Seigneur des Anneaux, puis tu vois que Saruman, c'est Christopher Lee, tu te doutes bien qu'il va y avoir de quoi qui marche pas, là. Le Anneau s'est sorti, tu sais, 50 ans après que Moi, les je livres aient été. sais. Je veux dire, il n'y a personne qui se faisait spoiler que Saruman était vilain. Non, mais non, ben, j'aurais aimé ça. Tu sais, je veux dire, je trouve que c'est un personnage qui a souffert de la prélogie, puis qui était pas inintéressant. Tu sais, puis c'est pas pour rien que Palpatine s'en est débarrassé, là. Il était probablement beaucoup trop dangereux pour lui, là. Puis c'était pas un vrai apprenti Sith, là. C'était un mariage de convenance, ces deux-là, là. Ben, il apportait les ressources qu'il avait besoin pour son armée de clones. C'est ça. Puis il apportait aussi, tu sais, c'est ça. Il apportait ce que ça lui prenait, mais c'était pas son véritable apprenti. Puis je trouve tellement que Lee est tellement un bon acteur que dans son regard dans l'épisode 3 avant de mourir, c'est tout ça qu'il a réussi à nous exprimer en 3 secondes. T'sais, je serais juste curieux de connaître la fortune personnelle du comte Dooku, puis comment il a mis de sa poche dans Camino. Puis tu sais, les yeux de Dooku quand Palpatine dit « Do it ». Et tu comprends tout. Tout ce qu'ils viennent de nous raconter dans Tale of the Jedi. Tout. Et c'est là la force d'un grand acteur. Là. Moi, quand j'ai vu épisode 3, je l'avais compris. Là. On l'a tous compris que ce gars-là vient de se faire trahir par Palpatine. Ce gars-là se voyait pas véritablement comme un Sith. Ce gars-là vient de comprendre qu'il était un pion dans un énorme échiquier, puis il vient de se faire fourrer solide. Mais souvent, c'est les personnages les plus intéressants, ça, quand ils sont convaincus qu'ils se battent pour une cause qui est noble, puis qui, trop tard, ils se rendent compte que finalement, ils étaient manipulés, qu'ils étaient un pion au lieu d'être un chevalier là-dedans. Puis, je trouve ça intéressant d'écouter ça en parallèle avec, je sais pas si on peut faire le lien tout de suite avec Andorre, puis ce qui se passe dans ces... On n'a même pas parlé d'Ashoka. Non, ouais, on va finir avec Ashoka. C'est vraiment trippant, puis moi, je trouve ça le fun de voir comment la rébellion se crée, comment l'Empire pense, et là, de revenir beaucoup, beaucoup plus tôt, puis de voir comment même l'Empire s'est créé, puis pourquoi elle s'est créée. C'est intéressant, là, c'est comme... Je suis pas le plus grand fan de Star Wars, mais c'est vrai que c'est un univers qui a du potentiel à raconter des histoires le fun. Ben moi, tu vois, je préfère ces histoires-là à les histoires de chasseurs de primes, puis de syndicats du crime, puis ces affaires-là. Moi, je suis moins ça, là. Moi, donne-moi des Jedi, donne-moi de la politique, donne-moi des... bon, de la politique, pas trop, là, tu sais, les histoires de taxation de route, c'est peut-être un peu trop intense pour moi, là. Mais tu sais, mais tu sais, des histoires comme... Moi, Tale of the Jedi, là, c'est venu me parler, là. C'est ça que je voulais voir. Effectivement, parce que ça va chercher des aspects politiques, des aspects des personnages qui nous intéressent. Puis en peu de temps, ça nous a amené plus d'éléments, mettons, que de Bad Batch qui avait sorti l'an dernier, que la deuxième saison s'en vient. Tu sais, dans Bad Batch, ils nous apportaient des points sur les débuts de l'Empire qui étaient intéressants, qu'ils se sont débarrassés des clones, mais le side story était pas si intéressant. Ouais, tandis que là, ils ont tellement peu de temps qu'ils se basent vraiment juste sur ce qui est intéressant. Il n'y a pas une minute que tu perds, là. Effectivement, puis vu que Ashoka va avoir son show télé dans bientôt, puis ils ont voulu représenter la force du personnage, puis pourquoi il est aussi important, les 2 derniers épisodes étaient super intéressants parce qu'on a le pourquoi qui, au niveau du combat, est aussi efficace parce que Anakin a refusé un training standard pour sa Padawan. D'ailleurs, c'est très bon cet épisode-là avec le stun, puis le saut dans le temps, puis elle se fait encore stunner malgré le fait que ça fait déjà plusieurs années. Jusqu'au temps qu'il arrive à l'ordre 66, puis que Rex, que lui, l'ordre n'a pas marché sur lui, fait comme c'est beau. On va voir comment ça coûte. On va voir que ça a payé ton si l'entraînement qu'on t'a donné va fonctionner, parce qu'elle rentre contre une armée de Stormtroopers avec Rex qui est en arrière. Donc, mais ça coupe sur un blackout là. Très efficace. Super efficace. Puis ce que j'ai trouvé brillant, là, le 6e épisode. Oui. Ça, honnêtement, peu de gens l'ont lu, mais sûrement plusieurs personnes l'ont lu. Le roman de Ashoka, que j'ai déjà parlé, où ce qu'on apprend comment elle a fait pour rejoindre vraiment devenir Fulcrum, quand elle a fait pour retrouver ses sabres laser, puis surtout qu'elle s'était débarrassée de ses Kyber, qu'elle avait purifié les Kyber du 6e frère. Que l'on voit. Ils ont résumé le roman en quelque sorte en 15 minutes.
qu'elle est sur la planète, puis que finalement, elle se rend compte qu'il faut qu'elle défende un peuple qui l'a trahi, mais qu'elle n'a plus ses sabres laser parce qu'elle les avait enterrés à la tombe de Rex, où qu'elle avait refusé tout son passé de Jedi. Qui sont en possession d'Anakin. C'est pas lui qui est de terre quand il se rend sur le vaisseau, là? Non, mais Anakin, il n'est pas là. C'est parce qu'il est peut-être plus dans l'autre, ou que ses sabres laser d'origine, elle s'était débarrassée. Oui. C'est pour ça que quand elle se ramasse devant le sixième frère, elle n'a pas de Elle a sabre rien, laser, ouais. elle n'a rien. Dans le roman, c'est un peu différent, parce qu'elle s'était rendue compte qu'il y avait une résonance avec les Kyber du sabre laser, puis c'est eux autres qui explosent, puis qui tuent. OK. Sauf que j'ai beaucoup aimé de la façon qu'ils l'ont mis dans l'épisode. C'est beaucoup plus drastique. Ça m'a rappelé un petit peu Obi-Wan Kenobi contre Darth Maul. Oui. Puis c'est aussi, comment je pourrais dire, c'est plus en ligne avec le personnage qu'elle est devenue, là. Effectivement, parce que, tu sais, montrer à quel point qu'elle est badass, puis que, tu peux pas la tasser si facilement, là. Non, Jean-Nic, toi, ça t'a-tu plus intéressé, c'est les épisodes sur Ashoka? Ouais, pas encore écouté le Ok. dernier épisode. J'ai pas vu ce moment-là, mais genre, je vous écoute, puis je fais comme Ashoka, là, quel revirement de situation incroyable pour un personnage. Pensez-y, là. Le personnage, littéralement, après Jar Jar, c'était le personnage le plus détesté de la franchise après le film d'animation là, de. Comment ça s'appelait? De Clone Wars. Clone Wars. Tu sais, qui avait été un flop, qui avait amené ce personnage-là que tout le monde détestait. Puis là, elle est en chemin, puis je souhaite tout le succès du monde à sa série parce qu'elle est en voie de devenir genre une des Jedi les plus populaires, les plus fun, un personnage avec genre l'histoire la plus awesome dans cet univers-là. Puis c'est vraiment cool. Tu vois, tu peux prendre n'importe lequel personnage, puis quand tu y écris du stock qui est le fun, puis qui est brillant, puis qui a une raison d'être, là, tu peux faire n'importe quoi avec n'importe quel personnage. Non, c'est un masterclass de comment revirer une situation, comment prendre un personnage qui tape ses nerfs, puis réussir à en faire un excellent personnage. Elle va toujours, pour moi, demeurer avec le plus gros problème d'avoir été écartée de ce que moi je considère comme étant le canon des canons, là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe durant 4, 5, 6? Ils nous ont toujours pas trouvé d'explication, on l'a toujours pas su. La série TV va certainement nous en parler. Ouais. Ben ça, j'ai hâte de voir. Parce que pour moi, ça reste un problème, encore à ce jour. Je sais que je suis tannant avec ça, mais pour moi, les films ont préséance sur tout. Puis ça me gosse d'avoir eu un aussi gros personnage aussi fort, présent dans l'entourage de cet univers-là, alors que, tu sais, au pire moment de l'univers, elle était où sacrement, tu sais? T'étais où quand tout était tombé, tout était détruit, Ça me gosse. J'ai hâte d'avoir des réponses à ces questions-là. Puis je suis convaincu qu'on va en avoir, mais j'ai hâte. Puis trouve-moi une bonne explication. Ben, je sais pas, c'est parce qu'avec le retour de Ezra Bridger aussi, parce que lui, veut pas, il s'est ramassé loin qu'il est parti avec Amiral Thrawn. Ah, ça, c'est le bout que j'aime moins de Star Wars, là. Moi, les histoires de portes spatio-temporelles. Puis Ben, mais là, il était parti possiblement dans l'univers des schistes qui étaient à peu près juste connus, la race de Thrawn, parce que les autres sont comme vraiment, vraiment très, très loin dans des régions qui sont uncharted. Okay. Puis les autres, c'était des grands navigateurs, puis c'est eux autres qui trouvaient des traces. Et une des raisons pourquoi que Palpatine avait été chercher un schiste, c'était possiblement pour les traces vers Hexagol et toute cette zone-là des sites. Pas Génacol. Pas Génacol. Génacol, ça me fait du bien. Donc, j'ai bien hâte parce que ça se peut que justement qu'avec la Mandalorienne, que je viens de perdre son nom encore une fois, Sabine, qu'il soit parti tellement loin que ce 6 ans-là. C'est ça, qu'il soit juste pas accessible. Tu sais, eux autres, il n'y avait même pas de communication. Ils n'ont même pas dû savoir ce qui s'est passé avec Luke Skywalker puis son père. Là. Ouais, non, c'est intéressant. Jean-Nic, on va faire notre tournée de poison. Après ça, on va te dire bye-bye. Ouais. Veux-tu commencer pour pouvoir partir le plus vite possible? Non, je vais te garder avec nous autres juste pour que tu puisses commenter nos poisons au cas où, OK? Oh, t'as pas le choix de toute façon. Alan, je commence avec toi. Moi, je vais y aller assez random avec quelque chose que j'ai décidé d'écouter. J'ai commencé avant hier, j'ai fini hier les 2 premiers épisodes de Peripheral, là, le périphérique sur Amazon Prime. Honnêtement, je me suis lancé sans faire mes recherches sur c'était quoi. Il y a plusieurs personnes qui vont me juger comme un certain amateur de cyberpunk qui va faire quoi? Man, tu connaissais pas William Gibson? Je m'excuse. Mais non, ça arrive, on peut pas tout connaître. J'ai lu sur le gars, c'est vraiment un père puis un génie du cyberpunk des années 80 en montant. Il a l'air d'avoir écrit des trucs qui sont géniaux en commençant par sa trilogie. Son premier roman, c'était Neuromancer. Je pense qu'il faudrait que je lis cette trilogie-là. La prémisse est très simple. C'est dans le futur. Il y a un gars qui est un militaire, un ex-militaire, puis il gagne de l'argent en étant dans la réalité virtuelle. Mm-hmm. Mais il se rend compte que
son avatar, il est efficace, mais sa sœur, dans l'univers virtuel, est encore plus efficace que lui. C'est qu'à tout bout de champ, il prête son avatar, mais à un moment donné, il se fait prêter une nouvelle technologie pour rentrer dans l'univers virtuel qui est encore plus efficace. Tu n'as plus de lunettes, t'as rien, c'est vraiment quelque chose que tu mets sur la tête, puis ça te rentre dans l'univers. OK. Mais quand sa sœur rentre là-dedans, elle se rend compte que c'est comme si elle était là, donc elle sent absolument tout. Puis à un moment donné, elle se fait blesser avec l'avatar de son frère, puis elle se rend compte qu'il y a un exosquelette en dessous. Et là, elle se pose la question, si je suis dans une simulation, pourquoi que la simulation s'est donné la peine de me créer un exosquelette? Puis je suis capable de tout sentir. C'est fait par les personnes qui ont été derrière Westworld, les débuts. J'ai eu une grosse vibe là-dessus sur je comprends pas ce que ça s'en va, puis je veux savoir ce que ça va. Dans le deuxième épisode, il y a beaucoup de réponses. Sauf que, non, c'est super intéressant. Puis si vous tripez moindrement sur Cyberpunk, il y a vraiment des... C'est pas trop compliqué, tu sais, genre, moi, tu sais que je comprends rien, puis que... Ben, inquiète-toi pas, tout est quantique. OK. C'est que toutes les réponses sont là. OK, fait que je devrais être correct. Tu vas être correct. OK. Je vais avec le mien. Vous allez être content de moi ou encore déçu. J'ai écouté Clerks 3. Ah, j'ai hâte. Écoute, Clerks Même pour... si c'est que- Comment? Ben, écoute, comment je pourrais te dire ça? Clerks, pour moi, c'est un film qui a changé ma vie. OK? Littéralement. C'est vraiment un film qui a changé ma vie. Parce que le premier film m'a rentré dedans comme rarement un film m'a rentré dedans. C'était à un moment où j'avais peut-être l'âge à peu près des gars, que j'étais à peu près dans la même position. J'avais à peu près les mêmes questionnements. J'étais un savant mélange, et c'est ce que je pense que c'est la force de ce film-là, c'est que là, il nous présente deux personnages, Randall et Dante, mais on est tous Randall et Dante. On est la conjugaison des deux, tu sais. On aspire à mieux, mais on passe notre temps à dire que dans le fond, on est bien mieux comme on est là. Puis c'est cette dualité-là, c'est cette confrontation-là qu'on a à l'intérieur de nous entre j'aspire à ce que tous les autres ont comme vie, puis moi aussi, je voudrais être un grand de ce monde, puis moi aussi, je voudrais amener une bonne vie, puis moi aussi, je voudrais avoir ce que les autres ont. Et l'éternel adolescent, je suis bien dans mes affaires, puis fuck le reste, puis... Alors, tu sais, dans le premier film, ça fonctionne, c'était venu me chercher. Dans le deuxième film, c'était venu me chercher encore plus, parce que là, c'était, après toutes ces années, puis après la leçon que t'es supposé avoir appris dans le premier, t'es encore au même point, man. T'es encore au même point, t'es encore ce que tu étais il y a 10-15 ans. Quand est-ce que tu vas agir? Puis... il y avait, selon moi, une belle finalité dans ce deuxième film-là. C'était le moment où les deux se mettaient d'accord sur une seule chose, c'est on va aller chercher ce que tu veux, mais on va le faire à notre manière. Puis on va se partir de quoi dans lequel on va être heureux. Et le film se termine avec c'est le premier jour du reste de notre vie. Puis les deux gars sont au même point, mais il y a quand même quelque chose de changé. Tu sais, le gars va avoir un enfant avec sa blonde, Randall, son meilleur ami, ils ont acheté la place. Tu sais, il y a comme... Et pour moi, ça faisait une belle finale. L'idée de revisiter ces personnages-là plus tard dans leur vie encore, je m'étais dit avant de l'écouter, t'as besoin d'avoir de quoi me raconter. Là. Surtout après J-Bob Strikes Back. Oh oui, mais t'as besoin de me dire que c'était nécessaire de le faire. Eh bien, tabarnak, il a refait le deuxième film. C'est la même chose. Donc, c'est pas nécessaire, mais ça fonctionne. Non, c'est 3 fois le même message. La première fois, ça fonctionne parce que ça te rentre dedans. La deuxième fois, ça fonctionne parce qu'il finit par le régler. Tu sais, le premier, son défaut, c'est qu'il n'y avait pas de fin. Tu sais, il n'y a pas de... Ça reste comme ça. Le deuxième, c'est « Hey, on est en train de refaire la même merde, mais là, on va s'en sortir. » Puis le troisième, c'est « Hey, saviez-vous quoi? On est encore dans la même merde, puis en plus, on s'en sortira jamais. » Sa femme est morte, avec le bébé. Aucun rapport. Randall fait une crise de cœur, fait qu'il a le goût de faire un film qui se trouve à être le premier film de Clerks. Fait qu'on reprend plein de scènes du premier film, avec les acteurs originaux, des fois qui rejouent leur propre rôle. Puis, voulez-vous que je vous spoil ou... Non. OK. Mais en tout cas, ça finit d'une façon où tu te dis, OK, t'avais réussi, je pense, à faire une, je sais pas si ça se dit, mais une duologie qui faisait full de sens, qui était bien, qui dans ma vie à moi m'avait fait du bien puis m'avait fait comprendre un paquet de trucs. Puis tu es allé me scraper ça avec un troisième film complètement inutile. Puis l'importance de sa fille dans celui-là. Oh, elle fait un caméo. Heureusement, elle joue pas trop longtemps, là. Mais même sa mère joue un caméo.
Je pense qu'avoir de ces conférences une fois de temps en temps, je suis content d'avoir aucun intérêt par Kevin Smith. Puis quand vous parlez de Clerks, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Mais Clerks 1 et 2, pour moi, sérieux, Alan, puis tu sais, t'as beau en penser, puis t'as le droit d'en penser ce que tu veux, mais pour moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a fait évoluer dans la façon dont je pense, dont la personne que je suis a évolué avec ces films-là. Tu sais, j'ai appris à travers ces deux personnages-là parce que je me reconnaissais dans ces deux personnages-là. Mais le troisième film, oublie ça, je me reconnais plus là. Parce que moi, quand j'ai fini Clerks 2, ça a été mon modèle. Puis moi, il fonctionne. Ouais. Tu sais, je veux dire, 20 ans après Clerks 2, là, Clerks 2, c'est 2007. Bon, 12 ans, 13 ans après Clerks 2, là. 15 ans, en tout cas, peu importe, là. Moi, ça tient encore, le final. Tu sais, ce que j'ai décidé de faire quand j'ai vu ce film-là, puis que je me suis dit, je veux pas être comme ça, puis je vois que c'est possible, puis je vais prendre des décisions, puis je vais... Pour moi, ça a marché, mais lui, son troisième film, ce qu'il me dit, c'est que non seulement ça marchera pas, mais on va tous mourir de toute façon, puis c'est de la merde, puis on va tous... Là, j'étais comme, pourquoi? C'est quel style final de merde? Bref, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon. Il est devenu une parodie de lui-même. Je suis très déçu. Malgré le fait que j'ai eu beaucoup de sourires, j'ai ri quand même. J'étais heureux de revoir Randall Dante. Il y a des dialogues qui me font encore super rire sur des histoires de geeks que je trouve comme c'est drôle, c'est bien pensé. Puis il y a encore une dynamique qui fonctionne entre les différents acteurs. Mais au-delà de ça, le message, ce qu'il avait à raconter, ce gars-là, il l'a déjà raconté. Il l'a fait 2 fois. Il peut arrêter. Il peut passer à autre chose. Faut qu'il ferme le livre. C'est assez. T'as plus rien à raconter, man, sur ce dossier-là. Tu l'as fait, arrête. Kevin Smith, un citron que tu presses, puis tu sais, ou du vin, genre. C'est comme, il t'a donné, puis c'est génial ce qu'il a donné, mais à toutes les fois qu'il fait des nouveaux trucs, c'est dilué. Puis là, on est rendu à un moment où, c'est ça, il nous a déjà tout donné. Moi, je suis d'accord avec toi, là, moi, Clerks 1, c'est incroyable, c'est un film vraiment important. Le 2, j'ai un peu plus de difficultés. Mais genre, ça fait comme 10 ans que je me dis que Kevin Smith, il fait plus vraiment de trucs intéressants, puis je suis vraiment triste de t'entendre sur Clerks 3 comme ça. J'ai hâte de le voir, puis je suis sûr que je vais enjoyer certains trucs pareils. Oui, mais tu vas m'écrire, puis tu vas faire comme « Oh! » OK, ton poison, Jean-Nic, puis après ça, on te laisse aller. Oui, je vais faire ça short and sweet, comme d'habitude. Je vais faire 2 poisons. Le premier... non, c'est pas vrai. Je vais vous dire, écoutez House of the Dragon, la finale était la semaine dernière. Oui. C'est exceptionnel. C'est du grand Game of Thrones. Si vous ennuyez de cette série-là à son plus haut, là, allez écouter House of the Dragon, c'est malade. Mais mon poison cette semaine, je crois qu'Alan les a lus. Martin, j'imagine que tu vas avoir hâte de le lire, mais Saga est de retour. Oh, je les ai pas lus encore. Le premier trade est sorti. Puis? Quand j'ai lu le premier chapitre, parce que ça fait quand même genre 5 ans, je crois. À peu près. On n'a pas eu de matériel. Quand j'ai lu le premier chapitre, là, j'étais là, hey, c'est lourd. Là. Il y a eu genre 50 numéros, il y a du stock qui s'est passé, je me rappelle pas de tout. Puis en lisant le premier chapitre, j'étais là, il y a du bagage là-dedans, je suis pas sûr que tout fonctionne. Puis quand je suis tombé dans le deuxième chapitre, j'étais par-dessus la tête, ça me rappelait pourquoi c'est genre mon univers de fiction préféré, pourquoi toute ma confiance est avec Brian K. Vaughan. C'est complètement génial et il y a 4 numéros. À la fin du 4e, je braillais dans mon lit. J'ai fermé le trade puis j'ai fait OK. Un trade à 4 numéros, c'est bien cheap. Ouais, mais ça. il est déjà en hiatus. Je pense qu'il ne continue même plus en ce moment sa série. Ça va faire des mois qu'il n'y a pas eu d'autres numéros. Hey, un trade Des de mois 4 et des numéros, mois c'est et des chiant, mois. Là. ça, là. Je pense qu'il a sorti 4-5 numéros, là, puis c'est mort depuis 1 an encore. Calique. Ah, j'espère qu'il va redécoller parce que, sérieusement, j'ai terminé, là, puis j'avais... Les larmes tombaient sur mon lit, là, je braillais. Parce que moi, j'ai lu ça d'une claque en plus, là, fait que j'ai peur de pas me souvenir de grand-chose. Ben, tu vois, c'était ça. Puis quand j'ai commencé, là, j'étais là, OK, ouais, j'avais littéralement oublié l'affaire la plus importante de la série. Tu sais, ça se termine avec la mort d'un personnage principal et je m'en rappelais même pas. Puis là, j'ai comme fait, oh, OK, oui, on est là. Puis là, il y a du temps qui s'est passé en plus dans la série. J'étais là, comment ils vont nous ramener ça? C'est weird, mais Vaughan, c'est un dieu pour écrire des dialogues. Il y a plein... Tu sens qu'il y a des idées, je trouve ça triste que ça sorte pas plus rapidement, mais wow, que c'était bon. Le volume 10 de Saga, donnez une chance à cette série-là. Ben hâte de lire ça. Je vais sûrement d'ailleurs aller en faire l'achat après notre appel parce que je savais même pas qu'il était sorti. Fait que merci beaucoup, Jean-Nic. On te laisse.
Bonne discussion. Merci. Puis, je te dis à la prochaine en vous écoutant. À plus, bye. Salut. Donc, on quitte, Jean-Nic nous quitte. La raison est fort simple, c'est qu'on va parler d'Halloween un peu, puis Jean-Nic voulait pas se faire spoiler, je respecte ça. Il va probablement aller voir le film dans les prochains jours. Bon, parlons d'Halloween. Je suis comme j'en ai, moi je l'ai pas vu, mais j'ai fait mes recherches parce que tu m'en as parlé, puis j'ai une curiosité, donc C'est terrible, c'est terrible. j'ai été lire. Je vais faire juste un résumé. Oui. On apprend le premier film où Oui. est-ce qu'on va rechercher Myers. dans un asile, et on nous présente en quelque sorte un personnage qui incarne le mal, et tout le long du film, à cause du psychiatre qui le suit, on se rend compte que le mal est contagieux puis qu'il est capable de le transmettre. Mhm. On part avec une idée qui est brillante, c'est numéro 1. On arrive avec le deuxième, où ce que c'est dans la même nuit, il survit à son incendie, on a du monde qui sont d'un party d'un bar, puis à cause qu'il est encore là, le monde vire fou, et c'est le mal meurt ce soir, et on se ramasse avec une communauté complètement dingue qui part à la chasse à Myers. Puis ils se tuent presque tous les uns les autres. Finalement, c'était un carnage de mort ridicule, et ils ont tué un nain innocent en plein milieu du film, ce qui avait absolument aucun sens. C'est tellement awesome. Puis à la fin, ben, ils ont décidé de le tuer à coups de râteau et de faire repasser. Ils n'ont pas été capables. Puis finalement, il est devenu Néo dans Matrice, puis il les a tous tués. Puis il était dans la maison des Myers, dans la chambre de sa sœur. Puis on s'est rendu compte que sa sœur est apparue, puis on avait l'impression qu'il y avait un lien machiavélique entre lui et sa sœur. C'était la porte qu'on avait l'impression qu'il était ouverte à la fin du deuxième. Et on arrive au troisième. Ça fait déjà quelques années qu'il est en liberté. Plus personne capote. Personne se demande où il est. Laurie, qui avait passé 40 ans à se préparer à son retour, visiblement décide de se la couler douce, s'achète une maison avec sa petite fille, Puis elle fait des pâtisseries. elle fait des pâtisseries. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Arrive, en fait, en début de film, on a ce petit gars qui, malheureusement, à cause d'un accident un soir d'Halloween, tue un enfant. Il se fait embarrer parce que le petit gars, c'est un petit Christ, un petit tabarnak. Il se fait embarrer, il ouvre la porte pour la défoncer, assomme le petit gars tombe en bas des marches, là, il y a comme une balustrade, tombe, pouf, la tête il éclate à terre, il est mort. Fait que on revient un an après cet événement-là. Le jeune s'appelle Cody. C'est un paria. Tout le monde le déteste. Là, je vous parle pas de Michael Myers, là. Tout le monde le déteste. Ça va pas bien. Et il se fait intimider par du monde. Des joueurs de trompette. Ouais, Par la gang de la fanfare de l'école. c'est Les pires bolés d'une école générale. C'est là. terrible. Il se fait écœurer, intimider, puis Laurie tombe là-dessus, puis elle décide de le présenter à sa petite fille. Il y a une histoire d'amour qui se développe entre les deux. Jusque-là, on n'a pas vu Michael Myers encore, là. Puis là, tu te dis, OK, il est où Michael? C'est quoi le lien avec les deux autres films? C'est qui Cody? C'est quoi le rapport? Puis là, tu finis par te faire convaincre que c'est intéressant ce qu'ils vont avec Cody. Sont-ils en train de nous monter un nouveau Michael Myers? Puis là, tu te dis, je trouve ça intéressant. Il devient de plus en plus dark. Puis là, OK. Finalement, il tombe sur Michael Myers, qui était caché dans des égouts. Finalement, les gars qui ont écrit la nouvelle trilogie ont vu It comme tout le monde, ça a l'air, puis ils ont décidé de faire un autre. C'est quoi il appelle? C'était Picsou qu'il appelle en français? Ouais, Gripsou. Ouais, c'est ça, c'est Pennywise. Dans le fond, il est dans l'égout, puis ils nous ont comme montré qu'il était faible. Fait que là, je me dis, OK, peut-être que dans le fond, tu sais, il a arrêté de tuer du monde, son pouvoir est peut-être lié à l'Halloween, puis peut-être que là, il est plus faible, il est vieux, on le sait pas, c'est jamais clair. Il finit par tuer quelqu'un, Cody. Finit par se venger, tuer plein de monde. Il embarque sur un killing spree. Encore pire, là, c'est qu'il a tué quelqu'un. La première fois qu'il a tué quelqu'un, il est en relation avec la fille de Laurie. Il va lui dire, j'ai encore tué quelqu'un, mais cette fois-là, je l'ai fait volontairement. Et elle tombe plus en amour que jamais avec lui. Ah non, ça, c'est incroyable. C'est vraiment malsain comme relation. Il la monte littéralement contre sa grand-mère, contre Laurie Strode. Puis là, c'est génial. Puis là, hop, OK. Là, il réussit à aller péter la gueule à Michael Myers. Il vole son masque. Il se met à tuer plein de monde. Là, tu te dis, OK, ils sont en train de nous établir un nouveau Michael Myers. C'est lui. S'en va chez Laurie Strode. Laurie Strode le tire. Là, tu te dis, ben voyons, non. Comment ça, Laurie Strode, là, ça peut pas finir comme ça. Il se tranche la gorge. Il se tue lui-même. Oui, parce que... Il dit, moi, je peux pas avoir ta petite fille, personne va l'avoir. OK, donc tu vas tuer du monde? Non, il se tue lui. Ce qui fait fucking aucun sens. Effectivement. Parce que là, une fois qu'il est mort, tout le monde peut l'avoir. Puis là, on est rendu aux 3/4 du film. Ils ont bâti un personnage que... Ça a l'air que même les gars qui ont écrit le film, qui ont fait, ça se peut que sur Internet, tu te fasses ramasser parce que avec ce qui se passe dans le film, le monde va faire de fuck.
Et son personnage, aux 3/4 du film, se suicide et t'as pas encore eu de finale au film. En fait, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est une gang d'écrivains autour d'une table qui sont en train de développer une super de bonne idée, sans penser au fait qu'il y avait 2 films avant. Effectivement. Fait que là, ils sont en train d'écrire un Christy de bon film d'horreur avec une histoire de mal qui se passe, puis de génération. Puis là, tu te dis, oh, wow! Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle qui a fait, hey, le film sort la semaine prochaine! Encore pire, on sait tous que 2-3 semaines avant que le film sorte, là, la fin n'est même pas encore cannée. Puis là, ils se sont dit, hey, c'est vrai, Steve, le film sort. Puis on n'a pas encore Michael Myers. Ok, fait que là, Michael Myers revient dans la maison, il se bat contre le Restored le tue, fin. Il paraît que le combat dure 3 minutes. Et là, tu fais, mais ça répond à aucune question des 2 premiers films. Ça n'a aucun lien avec les 2 premiers films. Il y a juste les 5 dernières minutes où Laurie redevient Laurie, Michael Myers redevient Michael Myers. On fait abstraction complètement de Cody puis de la petite fille. Là, ça, c'est plus grave, c'est plus important. Les 2 se battent. Tu sais plus rien sur... Là, l'histoire de Cody, ça compte plus. Ça fait que l'histoire que c'était Michael Myers qui inspirait le mal par lui-même, ça n'existe plus parce que Cody est devenu un tueur en série par lui-même. C'est ça. L'histoire qu'on a voulu apporter avec sa sœur, Il est complètement oublié. complètement oublié parce que le deuxième, en tant que tel, il n'y avait aucune histoire. Là. Zéro. C'était juste un village qui poursuivait quelqu'un, puis à la fin, ils ont montré qu'il était immortel parce qu'il ne C'est pouvait ça. pas mourir. C'était le mal qui se propageait à travers... C'était la panique qui s'emparait de la ville. Effectivement, puis ils ont montré que c'était que c'était vraiment un semi-démon qui C'est était ça. immortel C'est ça. et que sa sœur peut-être avait un lien là-dedans. C'est ça. Tout a été oublié. Il présente un nouveau personnage qui n'a pas vraiment de lien, donc sa folie n'est pas liée à Myers. Il arrive à la fin du film, il se rend compte qu'il n'y a pas Michael Myers, puis il n'y a pas le combat avec Laurie Strode qu'il était supposé d'avoir. Il rush quelque chose, il met ça dans la boîte, puis il sort le film. Puis le problème, là, c'est que je leur en voudrais pas pour Cody parce que il est intéressant. Ben, il aurait fallu qu'il y ait plus de contact au départ avec Michael Myers pour Oui. montrer le fait, parce que le psychologue avait un lien avec Michael Myers, c'est ce qui l'a poussé à la folie. Le village, c'était du monde c'était un gars qui avait été victime Mais- de lui dans le temps. Mais t'aurais même pu jouer sur le fait que l'histoire se répète. Puis c'était comme un négatif de Myers. T'sais, Myers a tué sa fille quand il était Il y a sa sœur. enfant, sa sœur quand il était enfant. Puis il l'a fait parce que c'est le mal. Cody a tué un enfant, mais il l'a fait sans faire exprès. Fait que c'était comme un négatif. Puis ça menait comme, ça me faisait penser un peu à The Killing Joke, là, One Bad Day. Là. Puis on l'emmenait, comme genre, n'importe qui peut être Michael Myers. Ouais, Puis là, c'était comme, OK, c'est intéressant. Là, cette fois-là, c'était apporté avec du bullying, par exemple. C'est Son côté méchant était monté par les autres. C'est ça. Donc, c'était pas une influence du mal. Non. C'était, tu sais, dans le fond, n'importe quel school shooting, toute la merde qui se passe bien souvent dans les niaiseries de main, c'est du monde qui refoule puis qui se passe C'est victime de exactement bien d'autres ça. choses. Sauf que c'est ce qu'ils ont représenté dans ce film-là, et donc ça n'avait plus le lien avec le mal incarné. Non. Mais c'était intéressant. Oui, Sauf qu'on n'a pas eu la fin de ce film-là. effectivement, Parce parce que qu'il fallait qu'il le tue, puis que le Myers arrive. Puis il arrive de fucking nulle part, il cloue sa table, il ouvre les veines, il tranche la tête, il calisse dans le déchiqueteur, il n'y a rien qu'ils font pas. D'ailleurs, les polices sont toujours aussi caves que dans le deuxième, là. Hey Laurie, c'est pas comme ça qu'on fait. Ben pour lui, ça va être comme ça. Puis là, il l'amène, puis il le transporte, comme un trophée de la Coupe Stanley, là. Puis il le calisse dans le déchiqueteur du garage où il y a eu full meurtre, que personne n'a ramassé d'ailleurs. Puis il le déchique là-dedans. Il y a eu une mort intéressante, c'est la fille en dessous de la clôture. Là. Ça, c'était drôle, c'était bien fait. Puis en dehors de ça, les morts étaient plates. Tu sais, au moins dans le deuxième, les morts étaient toutes aussi plus idiotes les unes que les autres. donc là. tu fais rire, même si c'était pas drôle. C'est ça, tu riais, puis tu te disais, tu sais, à quel point t'as une gang qui se sont collés de la pizza, puis qui se sont imaginés à tuer du monde de la façon la plus originale possible, puis ils se sont crissement fait des défis, là, tu sais. Genre, moi, je vais le tuer avec un néon. Ah ouais, t'as pu watch out, moi, je vais y casser le cou dans les marches, tu sais. Puis c'était des affaires comme ça. Puis le deuxième, tu sortais de là, t'avais eu du fun, tu riais. Je suis sorti du troisième, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Pas eu de fun. Pas eu de fun. Quand il est interrompu avec un personnage qui pouvait être intéressant. Ben, d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé. La première fin de semaine était catastrophique. C'est le moins bon de la trilogie. Il faut dire que je pense qu'il sortait encore sur Peacock. Oui. Et je dirais qu'à la deuxième semaine, on n'a pas entendu parler. Ben, le problème, c'est que tu dis c'est le moins bon de la trilogie. Mais à partir de ce moment-là, c'est plus une trilogie, là. Non. Parce qu'une trilogie, pour moi, c'est la fin d'un arc que t'as pris 3 films à raconter. Ben, bonjour, Madame Kennedy. Elle a fait avec la dernière trilogie de Star Wars. Elle n'avait C'est pas ça. d'arc narratif. Ben, c'est exactement la même chose. C'est dans le sens où tu ne peux pas m'annoncer... Annonce-moi 3 films. Annonce-moi pas une trilogie. Moi, une trilogie, dans ma tête, tu sais où est-ce que tu t'en vas. T'as un arc narratif avec 3 petits arcs narratifs qui s'imbriquent les uns dans les autres.
puis ça fait une grosse histoire. Indiana Jones est une trilogie, mais pas ce point narratif-là. C'est ça, genre, Lui, c'est 3 aventures distinctes. c'est ça. Tu sais, ou ça répète, tu sais, comme il y a eu 7-8 films d'Halloween, 10-12 Freddy, puis c'est pas grave qu'il n'y ait pas un grand arc narratif dans tout ça, là. Ben, même principe avec Friday the 13th. Ben, c'est ça, parce c'est que pas ça se important. passe à une date précise, donc C'est ça. c'est toujours à peu près dans le même parc, mais c'est jamais à la même époque. Puis c'est pas important, à la limite. Mais là, tu m'as promis une histoire complète, qui finalement ne l'est pas. Puis surtout que tu élimines tout ce que tu avais mis par avant, comme tu parles du fait que Laurie est dans sa maison ben peinard, quand on voit sa maison dans le premier, là, c'est une forteresse. Ben oui, elle était traumatisée pour une nuit. Elle en a vécu une hostie, là, dans les deux... Puis ça... Tu sais, je veux dire, les 2 nuits qu'elle a vécues, là, elle a perdu des membres de sa famille. Oui, La plusieurs. première fois, en 79, 78... Ben, sa fille, elle meurt dans le deuxième. dans le deuxième, oui, sa fille, elle meurt. En 78, là, tu sais, c'était terrible ce qu'elle a vécu, mais n'empêche que... C'était des amis. Tu sais, je veux dire... Elle a géré ça pendant 40 ans comme une... Puis là, c'est sa fille qui meurt. Puis il est en liberté, tout le monde s'en crisse. On sait pas s'il est où. Il y a encore du monde qui... Et il ajoute l'insulte à l'injure. Il y a encore du monde dans le film qui croit pas que ça existe. Man, là, tu sais, je veux dire, arrête, là. Dans le deuxième, il a tué 90 Tu sais, personnes. je veux dire, là, Hey, après... il n'y a plus de pompiers dans sa ville-là, il les a tous tués. Tu sais, là, je veux dire, c'était quoi l'explication qu'ils vous ont donnée à Mary quand est venu le temps de poser des questions? C'est les meurtres qu'il y a eu, le 2 ans. Ils vous ont répondu quoi? Tu sais, je veux dire, il y a toujours bien des limites à nier, là, tu sais. Ouais, ils ont dit qu'il y Ton avait- boogeyman. Ouais, ton boogeyman. C'est plus un boogeyman, là. Ils ont dit qu'il y avait un rappel sur des caisses empoisonnées. Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est plus un boogeyman, là. Un boogeyman, tu sais, je veux dire, il y a toujours... Tu le sais pas. Parce que le 40 ans, il a fait, je crois, c'était 7 meurtres dans le premier, Ouais, même pas à 4, peu près 4 ou 7. là, dans ces alentours-là. Tu sais, c'était rien, là. Non, non. Écoute, dans le deuxième, c'est terrible. Il tue la moitié de la ville. Mhm. Mais bref, très, 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 très mauvais film. Et oui, effectivement, la critique, c'est pas mal vers là que ça a été. C'est vraiment décevant parce que la prémisse du premier, qui était un semi-copier-coller du premier film de l'époque de John Carpenter, avait apporté des bonnes idées. Le deuxième a viré en semi-comédie, personne n'a compris pourquoi. Mais malgré tout, il y avait des pistes intéressantes. Il y La en fin avait partout. promettait. La fin promettait, mais ils n'ont rien respecté de qu'il y avait là-dedans, puis ils ont... Puis le pire, c'est qu'ils vont faire leur argent pareil parce que ça coûte des peanuts de faire ça. Ben, c'est des films de 40 millions en moyenne de budget, puis ils font en 60-80 millions dans la Fait première que, fin de semaine. C'est donc, ça, là. Fait que c'est pas grave, là, il est payé. Inquiétez-vous pas pour eux autres, ils vont continuer d'en faire. C'est juste dommage. Puis tu sais, s'ils avaient... En fait, moi, quand je suis sorti de là, puis c'est ça que j'ai dit à ma blonde, tu sais, si vous aviez envie de faire un film sur Cody, faites-en un. Tu sais, vous auriez pu faire un film avec cette histoire-là sans que ça porte le titre d'Halloween. ben, c'est le problème d'utiliser des IP pour réussir à faire du cash. Tu sais, on en parle souvent dernièrement à cause des jeux vidéo. Il y a juste les IP connus qui existent. Présentement, il n'y a que les films de super-héros qui font du cash. C'est qu'ils sont plus capables de lancer une idée originale qui n'est pas de IP connu. Donc, c'est bien souvent, mais dernièrement, là, ils ont annoncé une suite au film 47 Ronin, puis même R.I.P.D., tu sais, deux grands flops du box-office. Parce que c'est des IP qui sont connus, peuvent faire des affaires à pas haut budget, puis il y a du monde qui va les écouter parce qu'ils disent « Ah oui, j'ai déjà vu. Ben, c'est exactement ça, parce que ça aurait pu être un film en dehors de Michael Myers, puis ça aurait pas été grave. » Oui, mais le film aurait fait 8 millions. Exactement. Hey, sur ça, On passe va- un bon 2 semaines. Toi aussi? À la prochaine. Salut.